Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Aujourd'hui, on va continuer à travailler sur notre paysage en perspective jardin médiéval. Donc, on va continuer à travailler au pastel sec. Je vous rappelle qu'existe encore la première partie de ce cours. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube et je vais vous mettre le lien au-dessous de ce cours. Faites attention que c'est la deuxième partie du cours, comment dessiner un paysage pastel en perspective. Et donc, il y aura encore la troisième partie de ce cours. Dès qu'elle va sortir, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube, ou bien je vais mettre, bien sûr, dès qu'elle sorte, le lien au-dessous de cette vidéo. Je ne mets pas mes vidéos démonstration en accéléré, pour que vous puissiez voir tous les détails, toutes les nuances du travail en entier. Comme ça, on apprend mieux. Donc, ça sera une vidéo assez longue et technique. Et je vous propose de la regarder en entier et ensuite revenir vers les points les plus techniques. Comme ça, on intègre mieux l'information. Et maintenant, c'est parti. Donc, en ce moment, je travaille sur une sorte de sous-couche. Ce n'est pas qu'à la peinture à l'huile qu'on utilise une sous-couche pour travailler par-dessus avec les couches supérieures. Dans le pastel, on utilise le même principe. Donc ici, je mets une sorte de sous-couche foncée dans les parties ombragées, ici dans les carreaux du jardin. Et puis, par exemple, sur les sentiers, sur les chemins, entre les carreaux, je mets la couleur claire. Je vous rappelle que dans le pastel, il y a ce principe qu'en rajoutant aux couleurs, on n'importe quelle couleur, rouge, bleu, verte, la couleur noire ou les couleurs foncées comme sépia, terre de Sienne brûlée, ou les autres couleurs très foncées, je précise vraiment très foncées, on rend les couleurs bleues, rouge, vert, etc. plus foncées. Et en utilisant la couleur claire ou les nuances des couleurs claires, vous pouvez utiliser le blanc ou en mélange avec un peu d'ocre, voilà les nuances de la couleur blanche. Donc en rajoutant ça dans vos couleurs, vous les rendez plus clairs. Et donc, dans le sous-couche, on utilise ces couleurs pour mettre par-dessus les autres couleurs et comme ça les rendre plus foncées ou plus claires. Donc, dans les ombres, je mets les nuances de la couleur noire ou la couleur, je vais dire grise, mais bon, la couleur grise n'existait pas. Donc, je parle tout simplement de la tonalité, des valeurs plutôt, des valeurs de gris de cette couleur, donc de la couleur noire ou de la sépia, de la terre d'ombre brûlée, terre de Sienne brûlée, etc. Voilà, pour les ombres. Et dans les parties très éclairées, comme les chemins, comme la terre, entre les carreaux verts, je mets les nuances de la couleur blanche, pas forcément blanc, mais avec un peu de jaune, un peu de rose, d'ocre. Voilà. Et je vais rajouter par-dessus les autres couleurs pour les rendre notamment plus claires et rajouter les nuances dans les parties éclairées. Dans les verdures, dans les parties éclairées, je mets pratiquement de suite les couleurs vertes, mais c'est jamais la couleur verte, disons pure. Je recouvre toujours avec une autre couleur. Par exemple, quand je mets la couleur verte que je trouve dans mes bâtonnets de pastel, je couvre très souvent avec la couleur d'ocre, la couleur jaune. Parfois, ça peut être la couleur bleu très clair, la couleur avec les nuances de rose. Voilà, ça enrichit la couleur verte. La couleur verte, c'est jamais vert partout. Vous pouvez bien sûr de temps en temps utiliser la couleur verte pure,
que vous trouvez dans vos bâtonnets de pastel. Et encore, faites attention qu'en fonction des marques, il y a plus ou moins de nuances de couleurs vertes ou d'autres couleurs. Voilà, vous pouvez les mélanger entre elles et de temps en temps utiliser pur. Mais vraiment, ça doit être assez rare. Vous devez toujours rajouter les autres couleurs, comme la couleur d'ocre, la couleur rose, n'importe. Ça dépend de quelle couleur que vous voulez obtenir au final. Je précise que dans le pastel, on mélange les couleurs de suite sur notre feuille ou sur notre support. On n'a pas de palette. Quand on mélange nos couleurs pour l'aquarelle, pour la peinture à l'huile, on peut mélanger sur notre palette et après mettre sur notre toile. Alors qu'au pastel, on peut mélanger uniquement sur notre feuille. D'ailleurs, quand vous travaillez à l'huile, vous pouvez aussi mélanger directement sur votre toile. Et le fait de travailler au pastel nous apprend comment le faire dans les peintures à l'huile. C'est très important parce que sur notre palette, on mélange par rapport aux couleurs de notre palette. Et sur notre toile, on met cette couleur par rapport aux couleurs qu'on a déjà mis sur notre toile. Donc, ce sera les couleurs beaucoup plus justes si on les mélange directement sur notre support. Bon, mais on va revenir quand même à notre pastel. Donc ici, on mélange les couleurs directement et c'est bien parce qu'on peut mettre les couleurs par rapport aux couleurs de notre support. Et c'est pour ça également que je conseille de couvrir le plus vite possible votre support avec les couleurs. Faire cette sous-couche colorée. C'est valable pour n'importe quelle peinture. Pour la peinture à l'huile, pour le pastel, pour la gouache, pour la tempera, pour les peintures acryliques, dans la plupart des cas pour l'aquarelle également. Car comme ça, on peut voir notre tableau déjà couvert par les couleurs et rajouter les couleurs en fonction des couleurs de notre support, déjà de notre tableau, et ne pas par rapport aux couleurs, par exemple, de la feuille blanche. Tout ce qu'on voit autour de nous, notre perception du monde est basée sur la comparaison. On compare les tailles des objets, on compare les couleurs. Notre cerveau compare automatiquement. On sait que tel ou tel objet de telle ou telle taille parce qu'on peut le comparer avec un autre objet. Et on peut comprendre quelle nuance de couleur on voit uniquement en comparaison avec une couleur qui se trouve à côté. Je dis souvent, il n'y a pas de lumière sans ombre. Vous ne pouvez pas montrer la lumière éclatante si vous ne mettez pas à côté les ombres foncées. Et la lumière devient plus douce, moins brillante, si les ombres à côté deviennent moins foncées. Comme ça, on voit moins de contraste. Et c'est valable pour tout. Si on veut faire ressortir la couleur verte, à côté, on doit mettre la couleur opposée, la couleur rouge. Si on veut mettre en valeur la couleur bleue, à côté, on doit mettre la couleur jaune ou la couleur ocre ou les nuances de ces couleurs. Je ne vais pas dire que ça doit être la couleur ouverte, la couleur pure. Ça peut être juste les nuances des couleurs. Par exemple, si vous regardez la verdure d'un arbre, c'est la couleur verte. Malgré qu'on dit qu'il n'y a pas de verte pure dans la nature, mais bon, ça sera les nuances de la couleur verte. Et vous savez, dans les ombres de l'arbre, on verra toujours les nuances des couleurs rouges, violettes, car la couleur rouge est la couleur opposée pour la couleur verte. Et si, par exemple, on regarde la verdure qui est bien éclairée par le soleil et les rayons du soleil colorent la verdure dans les couleurs jaune, ocre, la verdure devient plus jaune que verte. Dans les ombres, on va voir beaucoup de couleurs bleues et aussi les nuances de violet. Comme dans le violet, il y a les nuances du rouge. Et c'est valable pour tout. Dans la lumière et dans l'ombre,
on verra les couleurs opposées. Et bien sûr, on n'oublie pas ce principe. Si les ombres sont froides, les parties éclairées sont chaudes. Ici, les parties éclairées sont froides, les ombres sont chaudes. On utilise dans la peinture toujours ce principe de la température des couleurs. C'est la base de la peinture. Ici, on parle du pastel. Mais le pastel, c'est la peinture aussi. Malgré que quand on réalise le pastel, on utilise plutôt les crayons et les bâtonnets. Et donc, on peut considérer ça comme dessin. Mais malgré ça, on utilise tous les principes de la peinture. Donc, on peut parler plutôt du pastel comme ça, du pastel coloré, dans le contexte de la peinture. Et ici, comme on parle de la peinture et du dessin, je voudrais vous rappeler aussi ce principe que le dessin est toujours supérieur à la peinture. La peinture n'existe pas sans dessin. Dans chaque peinture, vous devez respecter les principes du dessin, la perspective, le volume et bien sûr les valeurs. Sans les valeurs et les contrastes justes, il n'y aura pas de peinture.
Faites attention que dans le pastel, je vais plutôt des parties sombres vers les parties claires. Donc tout d'abord, je mets le fond un peu plus foncé et ensuite je rajoute par-dessus la lumière. Et souvent, je mets tout d'abord les ombres et ensuite je travaille sur la lumière, sur les parties éclairées. C'est le même principe que pour la peinture à l'huile et dans la plupart des cas pour la peinture acrylique. Faites attention également que pour obtenir telle ou telle couleur, parfois je rajoute plusieurs couleurs, plusieurs nuances, parfois plusieurs couleurs différentes dans le même endroit. Comme ça, je mélange mes couleurs directement sur le support et j'obtiens les nuances désirées. Par rapport au mélange des couleurs dans le pastel, j'ai parfois des questions. Comment mélanger les couleurs dans le pastel? En fait, la réponse est comme pour tout. En fait, les couleurs, le mélange des couleurs se fait par l'expérience. Plus vous dessinez, plus vous savez comment obtenir telle ou telle nuance en rajoutant telle ou telle couleur par-dessus. C'est tout à fait pareil pour n'importe quelle technique de peinture. En fait, montrer et mémoriser les milliers ou des nuances des couleurs, c'est complètement impossible. Tous les mélanges se font par l'expérience parce que notre cerveau il mémorise le chemin, comment on a obtenu telle ou telle nuance, qu'est-ce qu'on a rajouté pour obtenir telle ou telle couleur. Et comme ça, vous apprenez comment mélanger. Donc voilà, pour ça, il faut tout simplement pratiquer la peinture et prendre en considération les températures des couleurs, les couleurs froides et les couleurs chaudes, et bien sûr leur valeur. D'ailleurs, pour aider à apprendre à mélanger les couleurs, j'ai fait un petit fichier. Là, je parle du mélange des couleurs à l'aquarelle. Mais les mêmes principes, je ne parle pas du technique, mais je parle du principe de rajout de telle ou telle couleur pour obtenir tel ou tel mélange, en général, est valable pour n'importe quelle technique. Je vous ai mis le lien au-dessous de cette vidéo. En passant par ce lien, vous pouvez télécharger gratuitement ce fichier qui peut vous aider à mélanger les couleurs, à apprendre comment les mélanger. Voilà, là je parle de l'aquarelle, mais c'est valable pour n'importe quelle technique. Je vous invite également à télécharger gratuitement les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel. Je vous ai mis le lien également au-dessous de cette vidéo.
Maintenant, je voudrais vous parler de la perspective atmosphérique et linéaire. Dans ce paysage, la perspective a un rôle importante, même très importante, comme d'ailleurs partout. Tout est construit, tout notre monde, notre perception du monde est basée sur les perspectives. On doit utiliser les règles de la perspective partout pour peindre et dessiner un paysage, une nature morte, un intérieur, un portrait. Partout, on a les perspectives. Donc ici, on doit utiliser deux perspectives, les perspectives linéaires et les perspectives atmosphériques. Dans les perspectives linéaires, on utilise ici les perspectives avec un point de chute. Je vous ai mis les liens sur les règles de la perspective avec un et deux points de fuite au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur les liens et à aller consulter ces articles. Et par rapport à la perspective atmosphérique, donc plus l'objet s'approche de chez nous, plus il devient contrasté, net et chaud en général. Et plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il devient clair, il perd ses contrastes, il devient un peu flou et la partie ombragée et la partie éclairée prennent plus de couleur bleue, car l'air qui nous entoure n'est pas à 100% transparent. Et il a sa couleur, c'est la couleur bleue. Et c'est pour ça que l'objet, quand il s'éloigne vers la ligne d'horizon, il perd ses contrastes parce que tout simplement l'ombre devient un peu plus claire, la partie éclairée perd les couleurs éclatantes. On voit comme si c'était une voile par-dessus des couleurs, une voile blanche-bleue. Et donc, quand vous dessinez un paysage avec la perspective très profonde comme ça, on doit séparer plusieurs plans, tout simplement pour pouvoir travailler facilement sur les perspectives atmosphériques. Donc, notre premier plan, là, les ombres seront très foncées. Dans la lumière, on verra beaucoup de détails. De toute façon, l'objet qui s'approche vers chez nous, il devient plus détaillé et bien sûr, il devient grand, plus grand que l'objet qui se trouve à côté de la ligne d'horizon. Plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il devient plus petit, il perd les détails, on voit plus de détails. Et donc, sur notre premier plan, on va détailler nos objets, on va rendre les ombres très foncées et la lumière assez claire, donc on verra très très bien les contrastes. Dans le deuxième plan, les ombres vont devenir plus claires, les objets seront moins détaillés, ils vont perdre leur contraste. Dans le troisième plan, les ombres vont devenir encore plus claires, les objets encore moins contrastés, un peu plus flous et plus unifiés. Et voilà, etc., etc. On va, avec chaque plan, perdre les contrastes, les objets vont devenir plus clairs et moins contrastés. Et pour se corriger, pour voir est-ce qu'on suit bien les règles de la perspective atmosphérique, il suffit juste de comparer les valeurs des ombres de premier plan, de deuxième, de troisième, de quatrième, etc. Vous comparez toujours les ombres, les valeurs des ombres avec les valeurs des ombres et la lumière avec la lumière. Et avec chaque plan, les ombres doivent devenir plus claires. Comme ça, vous voyez que déjà avec les ombres, on peut voir les perspectives atmosphériques ou les perspectives aériennes. Mais bien sûr, ce n'est pas que les ombres. Il faut travailler avec chaque plan en utilisant les règles que j'ai citées, les règles de la perspective atmosphérique. Au-dessous de cette vidéo, je vous ai mis encore l'article sur la perspective atmosphérique ou la perspective aérienne. N'hésitez pas à le consulter aussi. Je vous invite également à visiter mon blog Apprendre la peinture avec Elena et vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquer sur une cloche pour être averti à toutes mes nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, je publie régulièrement les tutoriels et les vidéos, comme vous pouvez le voir, sans les rendre accélérées, qui vous apportent beaucoup d'informations
sur les techniques de la peinture et du dessin. Je vous rappelle également le principe, une règle qui est très importante pour la peinture ou pour le dessin. Si on détaille, si on travaille, si on met en valeur les parties éclairées, la lumière, on doit absolument unifier
généraliser les ombres. Et au contraire, si on travaille sur les ombres, si on détaille les ombres, on doit unifier les parties éclairées, la lumière. On ne peut pas travailler pareil sur l'ombre ou sur la lumière. Il faut toujours choisir. Est-ce que dans tel ou tel tableau, on travaille sur les ombres ou on travaille sur la lumière? On détaille les ombres ou on détaille la lumière. Le reste, il faut absolument unifier. Ça ne veut pas dire que, par exemple, ici, toutes les ombres doivent être de même couleur. Pas du tout même. Mais les valeurs des ombres doivent être plus ou moins proches. Dans les ombres, on ne verra pas de détails. Ici, dans ce tableau, j'ai choisi de travailler, de détailler les parties éclairées, la lumière. Et les ombres, je les aplatis. Oui, pour montrer le volume, il faut parfois aplatir les ombres ou la lumière. Comme ça, paradoxalement, vous rendez vos objets volumineux. Au-dessous de cette vidéo, je vous ai mis le lien sur l'article qui parle du volume des objets. Je pense que cet article peut vous aider davantage. Dans cet article, vous trouverez les informations générales sur le volume, comment rendre tel ou tel objet volumineux. Mais ici, je vais parler encore du principe de choix, de faire le choix. Qu'est-ce qui est le plus important, la lumière ou l'ombre? Donc, en utilisant les règles du volume, on doit toujours choisir qu'est-ce qui est dans tel ou tel tableau le plus important, l'ombre ou la lumière. De toute façon, dans le tableau, on ne peut pas mettre en valeur tous les détails. On doit choisir toujours l'essentiel et les autres détails, les rendre, disons, secondaires. Les autres détails, ils nous aident à mettre en valeur le détail ou l'objet qu'on a choisi comme notre personnage principal. Et pour l'ombre et la lumière, ça aussi, c'est pratiquement le même principe. Pour mettre en valeur la lumière, il faut aplatir les ombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas à la liker et la partager. Peut-être ce cours sera intéressant pour un de vos amis. Et n'oubliez pas que la troisième partie de ce cours sera bientôt publiée. Merci et à bientôt.